Policycourt, épisode sur l'actualité du 12 octobre 2025. Ça va être encore très chargé aujourd'hui, même si j'ai essayé de faire un gros effort de limiter. Commençons par les shameless plugs. Les chanceux qui peuvent aller à Objectif by Lucie, version 8 du 12 au 17 octobre, donc d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre jusqu'à la fin de la semaine. 14-15 octobre, AttackCon. 14-15 octobre, le Forum Cyber dans lequel je vais être présent, animé 2 panels, participant à un 3e. Donc, venez me serrer la pince dans mon état de stress extrême. Pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, le code rabais dans les show notes. 4-5 novembre, le Faircon 2025. Le 8 et 9 novembre, le DEFCON à Montréal, lequel je serai et enregistré pendant les podcasts. 17 au 20 novembre, le European Cyber Week, lequel aussi je vais être. Que je vais potentiellement enregistrer des podcasts. Puis j'ai quelques petites affaires qui sont en cours de préparation. Et le 25 et 26 février, le Secure revient. Les Call for Paper est disponible dans les show notes. Commençons avec les nouvelles. Cette semaine, en tout cas, ou dans les dernières semaines, je m'en suis juste rendu compte là. Le DEFCON, le NordSec et nous-mêmes, le Secure, on a commencé à diffuser les vidéos de 2025. Donc, beaucoup d'excellents contenus à aller voir. Le NordSec a fait promotion sur Mastodon notamment. Fait que, allez suivre ce qu'il y en est là. Beaucoup de beaux vidéos, beaucoup de choses. J'ai pas eu la chance de voir notamment au NordSec d'avoir beaucoup de conférences. Donc, ça me permet d'aller voir ce que j'ai pas eu l'occasion ou le temps d'aller zioter. Ensuite, le premier bloc, en dehors de genre de semi-plus blog, l'intelligence artificielle, il y a quand même beaucoup de choses cette semaine. Google DeepMind permet de patcher automatiquement du code. Il y avait la détection qui avait été développée. Maintenant, les patchs sont développés par l'intelligence artificielle, notamment par l'équipe de DeepMind. Donc, c'est très intéressant de voir cette avancée-là, mais en même temps, le vibe coding crée beaucoup de vulnérabilités, donc on est dans un contexte où ça règle les problèmes que ça génère. En tout cas, bref, c'est intéressant. Et à cela, Google a sorti sa version 2. En tout cas, on fait la promotion de la version 2 de son Safe, qui est son cadre de référence pour la sécurité de l'intelligence artificielle. Dans ce cas-ci, avec un volet sur les agents, sur l'agentique. Donc, consultez si vous avez des projets, de vous assurer que tout est bien couvert de ce côté-là. Google mentionne qu'il ne réglera pas le problème du masquage ASCII, de faire du prompt injection ISH dans différents éléments, parce que selon eux, c'est du social engineering, donc c'est l'humain qui devrait filtrer et non la machine. C'est discutable. D'autres l'ont réglé. Eux autres ont décidé de ne pas le régler, donc ça va à voir ce que ça fait. En même temps, c'est à quel point le pouvoir de l'agentique va pouvoir jouer là-dedans. Donc, ça va à voir comment ça va élaborer. Soyez prudents, vérifiez vos choses. Donnez pas trop de pouvoir à vos agents AI, justement dans le cas où ils se feraient tromper par des différents mécanismes comme ceux-là. Google ouvre son bug bounty pour le AI jusqu'à un maximum de 30 000 $. Donc, s'il y a plusieurs, allez voir les éléments si vous êtes intéressé par cet univers-là, et de voir comment vous pouvez contribuer pour améliorer la sécurité de ceux-là, dans ce cas-ci ceux de Google. Le framework MCP de Figma est vulnérable. Pour moi, le MCP, c'est un protocole qui est très jeune, auquel on voit beaucoup d'erreurs ou de failles qu'on voyait dans les autres systèmes qui sont en train de se régler. Donc, soyez très prudents si vous l'utilisez. Si vous en développez, filtrez beaucoup les in, puisque tout ça comporte. Donc, vous assurez que c'est bien contrôlé. C'est pas production ready, donc n'utilisez pas dans vos systèmes de production parce qu'il y a quand même des risques assez importants avec ce type d'éléments-là. Encore jusqu'à temps que ça devienne mature. Deepfake, les organisations sont sensibilisées, sont conscientes de ce problème-là. Par contre, les défenses technologiques sont manquantes ou ne sont pas déployées correctement dans les entreprises. Donc, il y a quand même une grande conscience, mais pas d'action concrète pour régler ce problème-là qui devient de plus en plus important. L'article fait mention notamment de faux messages vocaux
qui sont énormément utilisés pour détourner de l'argent, par exemple. Donc, ça fait partie des choses, mais bref, il n'y a pas encore de moyens disponibles. Au niveau de la voix, je sais qu'il y a certaines compagnies qui développent des beaux produits qui permettent de détecter quand c'est un deepfake. Donc, on a au moins ça dans les mains, mais justement de le déployer de façon peut-être un peu plus grande parce que c'est vraiment là où ça se passe. Un article sur un guide d'achat AI pour les ciseaux. Donc, c'est intéressant de voir certains conseils. Rien qui renverse, mais quand même, si vous voulez partager ça avec vos exécutifs pour les aider à se faire une tête dans la mesure de leur donner un cadre de référence qui est quand même bien fait, même si ça ne révolutionne pas les choses. Les employés copient régulièrement des secrets d'entreprise dans ChatGPT. L'article est drôlement monté parce qu'il fait comparaison avec Copilot, qui, dans l'occurrence, est probablement lié à un tenant, donc à la suite Office M365. Mais il reste que les employés copient énormément d'informations là-dessus, donc d'être prudent parce que c'est une source de fuite d'informations qui peut vous amener dans une posture un peu trouble et dans le contexte où il y a certaines lois dans certains pays où on ne peut pas faire ce genre de choses-là, bien, ça pourrait vous amener des pénalités réglementaires qui sont quand même assez importantes si ça s'apprend que vos employés font ce genre de choses-là. Donc, de contrôler, mais de ne pas bloquer parce que de toute façon, les employés vont l'utiliser inévitablement. OnePassword vient fixer ou corriger un problème avec notamment son module dans le navigateur, justement pour couvrir l'espace qui est de plus en plus occupé par les agents AI dans les navigateurs, donc de cette mécanisation-là, d'exposer involontairement des mots de passe à des agents tiers qui pourraient détourner cette information-là dans d'autres sites ou envoyer l'information dans des sites offensifs. Donc, bref, il couvre cet espace-là qui est mal couvert pour le moment. Section offensive, attaque sur la supply chain. C'est un problème énorme au niveau des dépôts. Là, NPM, PyPy, Docker, par exemple, ont été attaqués très fortement cette année. L'analyse présente qu'il y a beaucoup de problèmes systémiques qui amènent ces problèmes-là à exister, donc dans ces dépôts-là. On en a encore probablement pour des mois, c'est pas des années avant qu'il y ait un renforcement plus important de ces éléments-là de sécurité dans ces dépôts-là. D'ici à ce que ça se fasse, soyez prudents dans les choses que vous downloadez, toutes les dépendances que vous avez dans vos projets, vous assurez que vous ne chargez pas des codes hostiles. Donc, c'est qu'on est comme dans un modèle où il va falloir changer les choses pour s'assurer que tout ne tombe pas. Alors, on a une très belle compagnie, une très belle start-up à Montréal qui s'occupe justement de ces univers-là pour s'assurer que vos chaînes de dépendance ne sont pas corrompues, ne sont pas toxiques pour vous, essentiellement pour les choses que vous déployez. Puis, l'autre pendant à ça, les exécutifs sont de plus en plus au courant que les chaînes d'attaque deviennent comme ça. Là, on parlait des dépôts dans le cas comme NPM et PyPy, mais c'est de plus en plus présent dans toutes les chaînes d'approvisionnement. Et les chaînes d'approvisionnement non logicielles, donc nos fournisseurs. Et on l'a vu avec Salesforce à quel point ça peut être dommageable, ce genre d'éléments-là. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir de ce côté-là. Ça en est une. Et tant qu'à parler de Salesforce, Okta et Zscaler ont partagé leurs leçons apprises de l'incident. Autant Okta a réussi à détecter en amont l'attaque qui est en cours, autant Zscaler n'a pas eu la même chance et a été pris, dans ce cas-ci, au fait de fuiter ces informations. Dans les deux cas, puis là, c'est pas parce que Zscaler est moins bon ou n'est pas habilité à faire ce genre de choses-là, mais c'est, à mon avis, opinion personnelle, sur le fait que Okta est déjà dans l'identité. On doit être beaucoup plus sensible à la surveillance d'éléments à l'identité. Donc, ce qu'ils ont vu essentiellement, ils ont vu une hausse de jetons non valides arriver. Donc, ils ont été beaucoup plus attentifs à ce type de choses-là, ce que Zscaler n'a pas, et étant une solution qui n'est pas nécessairement axée vers l'identité, fait que ça pourrait expliquer la situation. Mais c'est très sensible, comme je n'avais pas dans les premières fois que j'avais abordé ce problème-là avec Salesforce Drift. C'est une surveillance qui est très spécifique, fait que ça devient très difficile. Il faut surveiller de plus en plus beaucoup de petits éléments anormaux qui se passent, donc d'être très vigilant, mais ça devient difficile aussi. On n'a peut-être pas nécessairement l'expertise. Puis on voit peut-être que l'expertise d'Okta a été à point pour cette vulnérabilité-là et probablement dans un cas différent où c'est l'expertise des Zscaler qui va être plus avantagée. Mais bref, soyez vigilants, surveillez vos journaux, surveillez tout ce que vous pouvez justement pour vous assurer que ça ne nous arrive pas. Zimbra a été attaqué par
des fichiers iCal trop gros. Donc, soyez prudents de ce côté-là. C'est très drôle que ça arrive encore, ce genre de choses-là, en 2025. Qu'il n'y a pas de vérification en amont pour s'assurer que justement la taille des fichiers ou ces éléments-là ne sont pas existants, mais bref, ça a l'air que ça existe encore, donc soyez prudents. Il y a beaucoup de déploiement de Zimbra qui est fait dans certains nombres d'entreprises, donc soyez patchés. Assurez-vous de vous protéger de ce côté-là. Living of the Land, le fichier, l'utilitaire PSExec qui est utilisé pour exécuter des codes malicieux. Ça ramène un peu le podcast que j'avais enregistré avec, qui a été diffusé d'ailleurs jeudi dernier avec Charles Hamilton. Justement, on parle de tous ces éléments-là qui existent, qui devraient être désactivés parce qu'ils n'ont plus de raison d'être ou qui ont des raisons d'être que dans des systèmes en développement. Et donc, de corriger ça, de bloquer ce genre de choses-là, notamment, puis elle avait mentionné toute l'injection dans les DLL et ces éléments-là, c'est tout à fait paranormal que ça existe dans des systèmes en production, ce genre de fonctionnement-là, puisque ça ne devrait pas avoir lieu dans ce genre de choses-là. Donc, on est dans un contexte comme celui-là, encore des outils utilisés, pratiques, mais qui sont notamment plus difficiles à détecter. Et donc, de vous surveiller les choses en conséquence, puis de baliser la façon que vous utilisez vos systèmes et de baliser aussi comment vos administrateurs utilisent les outils. Donc, de ce côté-là, d'avoir un cas de référence et de s'assurer que s'il y a des choses qui sortent du cas de référence-là, que vous puissiez le détecter, en l'occurrence comme PCExec dans ce cas-ci. Vol d'identité chez Discord. Normalement, dans certains en tout cas, ça a l'air d'être un sous-traitant de ce que j'en ai compris de la publication, aurait été attaqué, aurait fait fuiter des informations. Incidemment, il y avait des vérifications d'identité qui étaient exécutées avec des photos de cartes d'identité émises par le gouvernement. Bon, ça l'arrive. J'ai un peu de difficulté avec ça, c'est qu'en 2025, on a encore un stockage relié qui a ces informations-là à l'intérieur. Si vous avez besoin de conserver ça offline, ces informations-là, ou dans un système déconnecté, justement pour éviter ces problèmes-là, c'est toxique, c'est comme poison, ces affaires-là. Je ne comprends pas encore qu'on maintienne ça dans des réseaux qui sont accessibles d'Internet d'un côté ou de l'autre. Bref, ce qui mène la capacité aux attaquants d'extraire cette information-là. Détruisez-la, on l'a vu dans T, ça a été un problème. Là, on l'a dans Discord, on l'a vu dans d'autres dans les dernières semaines. Donc, détruisez l'information, vous n'avez pas de besoin, ou la stocker-là dans des endroits qui ne vous mettra pas à risque s'il y a une compromission, parce que clairement, ça arrive partout des compromissions. Lapsus offre $10 pour $10 en Bitcoin pour j'ai le mot en anglais, le harassment d'exécutifs, probablement chez Salesforce en l'occurrence, parce que c'était pas clair dans l'annonce. Donc, ils sont rendus à crowdsourcer du harcèlement qui est fait à des exécutifs pour les obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, on est rendu dans un univers de cette façon-là où on est en train de disperser cette charge-là et donc de surcharger les boîtes courriel ou SMS ou ainsi de suite de personnes influentes dans les compagnies. Et sachant qu'on est dans un contexte où on a une crise économique qui s'en vient, ou qui, en tout cas, qui a déjà commencé là, à certains égards, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir besoin d'argent, donc vont être plus fragiles à ce genre de sollicitation-là. Donc, ça va probablement amplifier les problèmes dans les prochains mois, prochaines années. Redis a une vulnérabilité majeure qui vient de prendre le contrôle de la machine sur laquelle c'est hébergé. Si c'est exposé sur Internet corrigé, à ce stade-ci, il est peut-être un peu tard dans le fait que je vous l'annonce, je vous l'apprends, mais corrigez si vous en avez, sinon, durcissez vos configurations pour éviter les problèmes inhérents à ce genre d'éléments-là, notamment d'authentification, de filtrage et tout ce que ça nécessite pour limiter les problèmes d'exposition, parce que c'est un peu particulier d'exposer de façon libre un Redis sur Internet, mais encore là, on est dans un univers où les gens font plein de choses sans vraiment connaître ou maîtriser la totalité des tenants et aboutissants. Donc, on se retrouve avec ce genre de choses-là. Ça serait peut-être le temps d'avoir une forme, peut-être pas d'un ordre professionnel, mais d'avoir un seuil minimal de choses qu'on branche sur Internet pour s'éviter des problèmes comme ça, parce que ça va ne que nous rattraper et être de plus en plus problématique. 0D chez Oracle a eu plusieurs choses dans les dernières semaines. Le groupe Clop est très actif avec ces vulnérabilités-là. Donc,
attaquent énormément les systèmes qui sont exposés, puis ce type de choses-là. Ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est des attaques un peu plus sophistiquées, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de plusieurs vulnérabilités pour arriver à l'exploitation et au chantage ou au vol d'argent qui est fait par le groupe en question. Donc, on voit quand même un certain degré de sophistication, ce qui est intéressant à savoir qu'ils sont capables d'avoir ce degré d'intelligence et de connaissance des technologies pour arriver à monter ce type d'attaque-là. Mais soyez prudents, mettez à jour, corrigez vos systèmes, mettez des systèmes en amont pour empêcher. Faites ce que vous pouvez pour limiter ou réduire la probabilité que vous soyez une cible de ce groupe-là et que vous ayez à subir des pertes financières qui sont associées à ça. Une apparence d'augmentation des attaques sur le protocole RDP sur Internet. Je suis encore fasciné que ce type de protocole-là soit ouvert directement sur Internet. Normalement, faites pas ça. Si vous pouvez cacher ça en arrière de VPN, cachez ça en arrière d'autres services. Ça n'a jamais été fait pour être exposé à l'Internet. Donc, limitez l'exposition. Si vous n'avez pas le choix, configurez-le très, très bien, puisqu'il y a des façons de bien le configurer pour l'exposer à des systèmes sur Internet, mais par ailleurs, faites ce que vous pouvez pour ne pas l'exposer directement, pour ne pas vous mettre dans une situation complexe dans laquelle vous pourriez être attaqué et touché par ces systèmes-là. Ça aussi rappelle que le projet de recherche que Olivier et Andréane avaient chez GoSecure, qui était très intéressant, qui était justement basé sur RDP, et il recevait beaucoup de requêtes, beaucoup d'attaques. Donc, s'il vous plaît, exposez pas ces éléments-là. La Corée du Nord aurait volé 2 milliards de dollars en crypto depuis le début de cette année, ce qui est 2 fois plus que le dernier montant qu'il avait fait, mais en 2023, je crois, si ma mémoire est bonne, dans lequel il avait fait 1 milliard. Ils sont de plus en plus habiles, plus de capacité à masquer leurs traces dans différents mixeurs, différentes affaires, donc ils sont capables d'aller chercher. Et cet argent-là sert à financer les éléments hostiles de cet État-là, donc c'est problématique en 2 axes. Au-delà du fait de perdre de l'argent, soi-même là, dans l'expérience, le fait de financer un service hostile l'est tout autant. La façon de procéder, c'est généralement par des exchanges mal sécurisés, des portefeuilles de crypto mal sécurisés. Donc, faites la base pour vous protéger parce qu'il n'y a aucun moyen de récupérer l'argent et sont après cet argent-là énormément pour financer leurs choses. Donc, c'est leur spécialité d'ailleurs de faire ce genre de vol-là. C'est leur MO. Donc, ne favorisez pas, ne les aidez pas en mettant des mesures de base qui vont vous protéger et vous éviter de perdre de grandes sommes d'argent. La Russie est en guerre hybride avec l'Europe. C'est pas nouveau. Là, on en parle peut-être plus ouvertement. Les chefs d'État en parlent plus ouvertement. Donc, prenez ça au sérieux. Ils sont très habiles dans la déstabilisation. Ça fait partie de leur forté. Donc, l'usage du cyber, on l'a vu peut-être avec potentiellement des drones. Tous ces éléments-là viennent déstabiliser la société civile. Donc, on a le potentiel de créer des points de pression supplémentaires pour mener à bien leur volonté. Donc, prémunissez-vous contre ces choses-là en mettant des mesures en place, en s'assurant que vos processus de sécurité sont correctement définis et que vous soyez à la bonne place pour ce genre de choses-là. Donc, défendez-vous. Et en même temps, la Pologne rajoute là-dessus qu'ils subissent énormément de cyberattaques qui est présumée venant de la Russie également. Donc, dans le cas du conflit, considérant que la Pologne est très proche de la zone de conflit, ils sont visés par ce genre de choses-là. Donc, ils avertissent que c'est très, très présent dans les différents éléments qui sont à leur vue. 3 groupes criminels se mettent ensemble, puisqu'il semblerait que c'est difficile à l'heure actuelle avec la pression qui est mise par les forces de l'ordre. Ce qui en soi est une bonne nouvelle, parce que c'est quand même un signe qu'on a des corps policiers qui sont efficaces, qui réussissent à limiter les groupes criminels, puis c'est bien pour tout le monde. Par ailleurs, c'est pas la première fois qu'on voit des groupes criminels ou des assemblages de cette nature-là se mettre en œuvre. Il y en avait vu en 2019 notamment. Donc, ces différents éléments, en 2010, c'était pas nécessairement des groupes qui se mettent ensemble, mais des outils qui étaient concaténés ou qui étaient réutilisés dans une chaîne de différents groupes qui arrivaient
à mener des attaques de ce côté-là. Donc, c'est pas nouveau, c'est des entrepreneurs comme d'autres, donc ils vont chercher des moyens pour maximiser leur argent, maximiser leurs revenus. Donc, ils vont mettre tout ce qui est de leur côté pour arriver avec ça. Puis les trois groupes, c'est Dragon Force, Killin et Logbit, qui sont les trois groupes, dans l'occurrence, qui vont se mixer ensemble pour augmenter leur capacité, pour maximiser leurs revenus. Donc, c'est un peu la force, comme des entreprises vont faire des fusions pour arriver à ce genre de choses. Fait que c'est un drôle de concept, mais évidemment, c'est des entreprises. Les configurations ont été volées chez SonicWall. C'est une histoire un peu tristounette parce que c'est une vulnérabilité, plusieurs problèmes, puis finalement, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que, ou en tout cas la semaine dernière, c'est que l'attaquant a réussi à rentrer chez SonicWall dans la voûte, et les compagnies qui ont stocké leur configuration là, donc se retrouvent à avoir exposé leur configuration à un attaquant. À ce moment-là, c'est un peu où j'ai un peu une réticence en général à stocker mes affaires dans des environnements comme ça, puisque je laisse déposer dans un univers tiers ce type d'informations sensibles-là. Et le temps montre que peu importe ce qui arrive, ces compagnies-là se font attaquer de toute façon. Il arrive toujours des problèmes, donc c'est inévitable qu'on arrive à cette situation-là. Donc, aussi, c'est l'autre aspect où ça devient très, très important d'avoir du chiffrement de bout en bout. Donc, la clé n'est que propriété de moi, même si les données sont volées. En l'occurrence, chez SonicWall, ce cas-ci, même si sont volées, ne seraient pas utilisables par l'attaquant sans avoir ma clé pour déverrouiller l'information. Donc, ce serait une façon de limiter les problèmes dans lesquels la compagnie est là, mais ça demande un peu plus d'effort, un peu plus de design, parce que c'est plus complexe à mettre en œuvre. Mais c'est peut-être de plus en plus, si on peut inclure ça dans nos demandes face aux fournisseurs, peut-être qu'à un moment donné, on va commencer à le voir apparaître davantage pour que nos informations soient mieux protégées. Les attaquants utilisent Velociraptor pour attaquer les systèmes. C'est un outil qui est fait pour les gens qui font du forensique, donc de faire de l'imagerie de machines pour l'analyse. C'est pas la première fois, puis ça, c'est intéressant, puis ça revient aussi avec les choses de Living of the Land, comme PSExec. On voit de plus en plus d'outils communs ou d'outils défensifs ou d'outils normaux utilisés par les attaquants justement pour masquer le chemin dans lequel ils prennent, d'être plus invisibles face aux défensifs. Donc, de vous assurer que vous avez une surveillance, puis Velociraptor n'est pas utilisé que seulement si vous avez des systèmes qui ont été attaqués. Donc, en l'occurrence, si vous voyez apparaître ça dans un environnement, il y a peut-être un problème dans ce moment-ci qui est ça. Donc, de vous assurer justement, comme je mentionnais avec PSExec, de bien calibrer la surveillance que vous avez par rapport aux outils qui sont en fonction dans votre environnement. Finalement, dernière nouvelle de ce côté-là, cela vient du SANS. Ils ont découvert un virus ou un malware en Python qui est polymorphe, donc qui se sauve des signatures en se transformant lui-même. Allez voir, c'est très intéressant de voir les techniques qui sont utilisées justement pour comprendre comment ça fonctionne, mais c'est aussi un signe que les attaquants sont de plus en plus sophistiqués et ont des intentions belliqueuses d'autant plus importantes qui avancent et qui n'arrêteront pas dans l'innovation tant que les choses vont avancer. Et tant qu'on ne sera pas sérieux dans notre sécurité, dans lequel on ne mettra pas des efforts réels et un peu, puis je reprends encore l'épisode que j'enregistre avec Charles, que les éléments de base soient désactivés, que les éléments de base soient correctement configurés à ce moment-là pour limiter les problèmes qui ne devraient plus exister de nos jours. Autre section, l'Église. Deux petites nouvelles. La première, l'Allemagne a finalement voté non pour la loi de chat control, qui était essentiellement une backdoor dans les chiffrements des systèmes de communication. Je crois que celle-là, c'était sur un volet de scan sur le endpoint et pas dans la crypto elle-même. Mais bref, c'est un peu comme ce que l'Angleterre fait, c'est un peu ça. C'est une bonne nouvelle que l'Allemagne n'ait pas adhéré à cette idée-là. Depuis le temps, ça va revenir, c'est sûr. Peu importe comment ça arrive, ça finit toujours pas arriver. L'appétit des États de surveiller ses citoyens ne peut pas arrêter de toute apparence. Ça a l'air d'exister. Puis pour les problèmes réels et légitimes, comme je mentionnais la semaine dernière, j'espère qu'on va arriver à des solutions plus efficaces, moins invasives dans la vie privée
pour mettre en œuvre ce genre de service-là. Parce qu'effectivement, les forces de l'ordre ont besoin d'outils pour réussir à limiter les crimes, notamment chez les enfants. Mais je pense pas que d'ouvrir la porte à tout le monde est une chose. Donc, il faudrait trouver, j'imagine que des gens, des gros cerveaux là, qui se remettent ensemble et trouvent une solution à ça, mais qui est tout le temps respectueuse de la vie privée en même temps. Donc, de réussir à résoudre le problème à la satisfaction de tout le monde. L'autre, l'autre c'est intéressant, pas que j'ai un avis particulier légal, mais l'Internet Archive a bloqué certains éléments en Belgique, selon la loi, parce qu'il y a une entente droit d'auteur qui n'est pas respectée. Ça, c'est une chose. Puis ça, j'ai pas d'opinion, n'étant pas juriste. Par ailleurs, on a un blocage géolocalisé. Celui-là, puis il y en avait d'autres nouvelles cette semaine que je n'ai pas retenues, dans lesquelles on parlait de blocage géolocalisé ou d'utiliser certains modèles d'AI qui ne sont pas disponibles en Europe, par exemple, des choses comme ça. On est de plus en plus dans un monde, encore une fois, d'éléments qui on déploie des mesures qui ont une capacité moyenne d'action. On vient toujours dans ces systèmes-là, même chose pour l'identité, quand on vérifie l'âge. On est dans des systèmes comme ça qui sont difficiles à déployer, qui sont difficiles à mettre en œuvre dans le réseau qu'on a mis en place. Et outre le fait qu'on va commencer à balkaniser l'Internet, c'est-à-dire que chaque pays va avoir son Internet dans lequel on va avoir un tuyau de contrôle entre les pays, dans lequel on va limiter tous ces éléments-là. L'Internet n'est pas fait pour arriver à ce genre de choses-là, ou du moins comment on veut le déployer. Donc, je pense qu'il y a des réflexions de fond qui devront avoir lieu pour arriver à des éléments de contrôle qui ne sont pas contournables facilement avec un VPN, par exemple, que ce soit un VPN commercial ou que ce soit quelqu'un qui héberge un VPN à la maison puis qui partage ça avec d'autres mondes pour contourner les éléments ou les gens qui louent leur ordinateur pour ce genre de choses-là, ce qui arrive aussi, mais ça, c'est plus des groupes criminels qui font ça. Donc, on est dans cette croisée des chemins-là, puis ça revient tout le temps. On n'a pas de solution. Puis on est toujours dans un espèce de contexte comme celui-là où l'aspect légal essaie de régler un problème avec des moyens qui sont archaïques à certains égards. Donc, de voir comment tout ça va se matérialiser. Il y avait eu, il faut penser au Brésil, qui avait bloqué X parce qu'il y avait une chicane entre Elon Musk et le Brésil. Ce sont été résolus, mais il y avait eu un ordre de la Cour qui empêchait même l'usage de VPN pour ça. Puis si on était c'était découvert qu'on utilisait des VPN pour contourner, bon, il y avait des limitations. C'est le plus loin que j'ai vu quelque chose de mesure efficace pour contraindre, mais encore là, c'est des contraintes légales, c'est pas des contraintes techniques. Donc, on est dans un contexte comme ça, il faut réfléchir, mais en même temps, c'est pas parce que j'ai pas de contraintes techniques pour faire de l'excès de vitesse que ça m'empêche ou de venir me faire arrêter ou bref, de contrôle ou de respecter. Donc, on est dans un contexte de réflexion où est-ce que l'Internet est un Far West sans loi et on fait n'importe comment et on ne respecte pas les lois qui sont mises en vigueur, ou on est dans un contexte où on se fout des lois comme citoyen et qu'on va avec la désobéissance civile et qu'on encourage le contournement des éléments de loi par rapport à ces choses-là, même si on peut y aller quand même par des moyens détournés. Donc, c'est une réflexion à avoir. Donc, je suis curieux par rapport à ça, mais c'est un peu dans la mouvance de l'Internet. Tout est libre. Donc, c'est à voir. En tout cas, bref. Anyway, fin de cette section-là. Défensif. Un petit article qui existe 5 étapes à suivre une fois qu'on a cliqué sur un lien malicieux, qu'on s'en rend compte. L'article est un petit peu technique, fait que je ne le mettrai pas dans les mains de mes parents parce que je ne suis pas sûr qu'ils comprennent l'ensemble de ce qui est expliqué là. Mais c'est des éléments très intéressants qui sont quand même décrits dans cet article-là pour se donner une bonne base, ou du moins d'avoir comment les différents éléments à couvrir. Dans ce cas-ci, si je suis un élément à retenir en ce qui me concerne, majoritairement, c'est aller changer le mot de passe sur le site que vous avez été trompé, dans lequel vous avez saisi votre mot de passe et vous êtes fait avoir, si vous voulez, et que, bref, vous avez été lésé de ce côté-là. C'est la façon la plus simple, et activer le MFA arrive à limiter le pouvoir de ces problèmes-là rapidement. Puis ensuite, là, vous pouvez faire les actions qui sont demandées, c'est-à-dire scanner, faire une image, c'est ainsi de suite, qui est un peu plus complexe. Si vous désirez aller jusque-là, mais au moins changer votre mot de passe sur le site dans lequel vous avez, sur le service. Souvent, c'est M365 qui est visé. Fait que si vous avez donné votre mot de passe M365, allez changer
votre mot de passe que vous avez donné justement pour limiter les problèmes et vous assurer que vous avez le MFA qui est en place à ce moment-là. Bonne nouvelle, moi, ça me fait énormément plaisir de voir ce genre de choses-là. Wazoo et MISP offrent une intégration, c'est-à-dire qu'on est capable de ramener tout le volet de surveillance de Wazoo et d'utiliser tout le volet de la menace CTI de MISP et les mettre ensemble, c'est-à-dire que si on est dans des réseaux de collaboration, à ce moment-là, on reçoit des informations du threat intel et à ce moment-là, on est capable de l'utiliser rapidement, efficacement dans le système en ayant un Wazoo qui vient surveiller les systèmes et qui est capable d'aller chercher tous les indicateurs rapidement. Je trouve ça super chaud de voir ce genre de nouvelles-là. Puis c'est dans les deux cas, des projets qui sont open source. Dans le cas de Wazoo, je sais qu'on peut avoir une version payante pour justement aider l'entreprise à maintenir le code, mais il y a quand même dans les deux cas des versions gratuites qui sont disponibles gratuitement dans open source, que vous avez comme un petit peu d'effort de bras pour déployer, mais qui sont très intéressantes et très pertinentes comme élément. Et d'ailleurs, Wazoo s'appuie sur Elasticsearch en dessous notamment, qui est un autre projet qui est partiellement open source, qui permet ce genre de partage-là qui aide le collectif essentiellement à aller plus loin. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, c'est très le fun. Les rechercheurs ont fait un reverse engineering de Asgard, qui est un malware pour découvrir comment ils utilisent, c'est quoi ces techniques d'évasion d'antivirus, comment ils réussissent à le faire. Fait que c'est intéressant de voir. Je vous laisse aller voir l'article sans vous expliquer nécessairement là, parce que là, c'est pas un podcast technique, comment c'est fait, mais c'est très intéressant de voir ça, puis de mettre les énergies pour comprendre comment c'est fait. Mais encore là, toutes ces techniques-là d'évasion devraient être bloquées built-in dans les systèmes. Et c'est un peu fou qu'on est encore capable de faire ce genre de choses-là maintenant, que nos systèmes ne soient pas plus durcis que ça. Après aussi longtemps de durcissement, d'au moins les 25 dernières années dans lesquelles on a eu des efforts de durcissement. En même temps, je vais reprendre un peu ce qui s'est dit sur le panel du B-Side. En même temps, ça avance peut-être pas assez vite. Ça a avancé énormément malgré tout depuis 25 ans. Donc, on est comme dans un état où peut-être le niveau d'eau a monté, mais les attaquants ont monté avec le même degré de sophistication. Fait que l'effet réel, l'effet total est on reste à peu près toujours même, à la même place. Et pour citer le titre de l'épisode, les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Donc, bref, on va arriver quelque part, mais chacun contribue. ClamAV 1.5 maintenant va scanner une meilleure capacité de scanner les fichiers Office et PDF. C'est le fun parce que ClamAV, qui est une propriété de Cisco, mais qui est distribué gratuitement, je pense que c'est open source aussi également, offre quand même un outil, puis beaucoup d'outils offrent un outil accessible à tout le monde et qui est largement utilisé dans la communauté, notamment dans ce qui est Linux. Donc, on a quand même un élément de base qui vient rajouter quelque chose qui permet d'avoir un niveau minimal au plus grand nombre possible. Donc, je suis très positif. Je trouve ça très le fun, ce genre de choses-là. C'est très bien. Puis, si on peut contribuer d'ailleurs d'aider à faire avancer ça. Dernière nouvelle de défensif, Apple a essentiellement doublé, si ce n'est pas quadruplé à certains égards, les bounties qui sont faites dans son programme. C'est intéressant parce que ça signale une volonté d'augmenter sa sécurité, puis aussi une volonté ou en tout cas un constat que les groupes hostiles vont naviguer dans ces chiffres-là parce qu'il y a des attaques quand même très sophistiquées qui sont disponibles sur les iPhones. Il faut le mettre à jour régulièrement parce qu'il faut faire attention à ce genre d'éléments-là. Parce qu'il y a des librairies tierces qui peuvent être utilisées. La dernière, c'était chose avec les polices de caractère qui avaient un problème à l'intérieur. Donc, c'est là, mais de voir qu'ils mettent encore plus d'énergie, plus d'argent dans ce secteur-là, donc pour attirer davantage les chercheurs à découvrir des problèmes et à durcir son système, ben, c'est une très bonne nouvelle. Et ça va faire qu'on va trouver moins de vulnérabilités chez les attaquants, probablement plus du côté des chercheurs qui vont les divulguer en temps opportun à Apple et les faire corriger avant qu'ils se viennent dans le monde des attaquants, justement, qu'on vit dans un meilleur environnement. Deux nouvelles insolites. La première, la Corée du Sud a perdu un data center au complet et perdu
tout son stockage de données de ses fonctionnaires. Semblerait 125 000 fonctionnaires auraient perdu leur stockage G-Drive qu'ils appellent, qui sont un espèce de cloud privé qui était dans leur infrastructure. C'est mystérieux, il n'y avait aucun backup, aucune redondance, rien. Fait que c'est fascinant pour un système d'aussi grande ampleur que ça, par un gouvernement qui est pourtant à la fine pointe de la technologie, que des mesures aussi fondamentales que ça n'aient pas été déployées. C'est très, très particulier comme situation. Donc, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais il reste que c'est quand même 800 terabits, plus de 800 terabits de données perdues pour toujours dans leurs environnements. Donc, on est quand même dans un contexte particulier de savoir qu'un gouvernement n'a pas de mesures compensatoires, de mesures pour protéger ces informations-là. Ça rappelle qu'il faut faire attention, qu'il faut avoir des copies de sauvegarde. Quand on dit des sauvegardes, ben, c'est très important. Dans ce cas-ci, on le voit, un pays, ça peut mettre un pays à terre. Et c'est l'incendie du centre de données en question a été déclenché par une pile au lithium-ion qui a pris feu et s'est emballé et a fait prendre le feu à l'ensemble. Donc, c'est un peu particulier. Mais c'est des piles qui sont très fragiles, qui sont propices à ce genre de choses-là. Il y a beaucoup d'incendies domestiques aussi qui sont en rapport à ça. Fait que soyez très, très prudents avec ce genre de piles-là. Et au moment où j'enregistre, il y a eu un rappel fait par Santé Canada ici et une agence plus spécialisée de ce genre de choses-là aux États-Unis sur des battery packs qui potentiellement vont fuiter et prendre feu. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, on est rendu dans un drôle d'univers par rapport à ça. Donc, soyez prudents. Laissez pas traîner vos piles. Surveillez, chargez-les pas pendant que vous n'êtes pas là à la maison. Faites attention. Veillez un centre de données brûlé en entier à cause d'une pile comme ça qui a explosé et a pris feu et ça a mis à terre une bonne partie de l'administration sud-coréenne. Et dernière nouvelle, c'est un petit vidéo, une publicité essentiellement. Une vidéo d'à peu près 8 minutes fait par Apple qui met l'emphase sur ses services. C'est assez bien fait, c'est drôle à regarder. Là. Si on regarde ça avec un œil un peu amusé, c'est très amusant de le voir comme ça. Ça fait énormément de promotion des services et des technologies de Apple, ce qui est un peu l'objectif d'une vidéo publicitaire. Et ça revient un peu à ce qui était la publicité du début des années 2000 où non, tu sais, I'm a PC, I'm a Mac, puis là, il riait un peu de la sécurité des PC. Ben, on est encore un peu dans ce thème-là où il rit des écrans bleus, essentiellement, dans cette publicité-là. Ce qui, puis essentiellement CrowdStrike aussi, là, ce qui est visé dans cette publicité-là. Et c'est un élément qui va donner important pour Microsoft de retirer les accès au kernel. Ce que Apple a fait depuis les dernières années. Donc, ils peuvent effectivement prétendre à ne plus avoir d'écran de plantage violent. Par ailleurs, ça existe encore quand même sur les Macs. Il y a certains cas, ils sont fragiles sur certains éléments. Et moi-même, ça me plante dans ma face. Fait que même si je prends ça qu'un grain de sel, ça demeure que c'est un système qui est aussi affecté que les autres. Donc, ça fait le tour cette semaine. J'essaie d'être un peu plus succinct, parler rapidement encore, j'imagine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.